Bassora, souvent appelée la porte sud de l'Irak, est une ville animée avec une population de plus d'1 million d'habitants. Cette métropole historique est un centre animé de commerce et de culture depuis des siècles. Ces quais animés jouent un rôle crucial dans le commerce de produits précieux comme les dattes et le pétrole. Et la région entourant Bassora est célèbre pour ses riches réserves de pétrole, avec une raffinerie locale dédiée au traitement de cette ressource vitale. Au sud-est, le champ pétrolifère de Rummela possède des milliards de barils de pétrole brut, contribuant à environ 14% de l'approvisionnement mondial en pétrole. De plus, au nord-est de la ville se trouve le champ de Westkerner, reconnu comme le deuxième plus grand champ pétrolifère au monde. Pourtant, malgré sa richesse en ressources, Bassora a connu d'importants défis tout au long de son histoire, principalement en raison de l'impact des conflits modernes persistants. En 1914, les forces britanniques ont pris le contrôle de Bassora à l'Empire ottoman, et ce n'est qu'en 1932 que les troupes britanniques se sont retirées, permettant à l'Irak d'obtenir une indépendance nominale. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre anglo-irakienne a brièvement éclaté en 1941, les forces britanniques reprenant le contrôle de Bassora et de ses environs sans grande résistance alors qu'elles cherchaient à avancer vers Bagdad. Le conflit s'est terminé avant que cet objectif ne puisse être atteint. Dans les années 1980, Bassora est devenue une cible principale pendant la guerre Iran-Irak et a ensuite été bombardée par les États-Unis lors de la guerre du Golfe en 1991. La même année, la ville a connu un important soulèvement visant à renverser Saddam Hussein, alimenté par l'expulsion de l'armée irakienne du Koweït menée par les États-Unis. Au début, les habitants avaient de grands espoirs de soutien de la part des États-Unis, mais cet optimisme s'est rapidement dissipé lorsque cette aide n'est pas venue. Par conséquent, Bassora a enduré des années de sanctions, de bombardements et une oppression sévère sous le régime de Hussein. Dans les années 1990, la ville a vu une hausse inquiétante des malformations congénitales et des cancers chez les enfants. Cela a été largement attribué à l'utilisation par les États-Unis de munitions à uranium appauvri pendant le conflit de 1991. La situation s'est ensuite aggravée sous les sanctions qui ont limité l'accès aux fournitures médicales et fait grimper les prix des biens essentiels. Au printemps 2003, les forces britanniques se sont préparées à la guerre en Irak, plaçant Bassora à nouveau en première ligne, où l'une des batailles les plus intenses et les plus notoires s'est déroulée. La campagne a été marquée par des scènes frappantes de chars Challenger manœuvrant sous une chaleur accablante et d'infanterie progressant dans les rues anciennes. Ces rues avaient vu passer des générations avant l'arrivée du conflit moderne. Ceci, c'est l'histoire de la bataille de Bassora. Bienvenue dans Guerre du Monde. L'invasion de l'Irak a commencé le 20 mars 2003. Seulement 2 jours auparavant, le président américain George W. Bush avait lancé un ultimatum au dirigeant irakien Saddam Hussein et à ses 2 fils, Uday et Qusay, exigeant qu'il quitte le pays ou qu'il fasse face à une action militaire. Au moment où cet ultimatum a été délivré, une planification politique et militaire approfondie de l'invasion était déjà en cours. À la fin de l'année 2002, les habitants de Bassora ont pris conscience de l'invasion imminente et ont commencé à se préparer à une attaque. Ils ont organisé des milices et ont commencé à construire des fortifications afin de se préparer à l'assaut. Pendant cette période, la ville a subi des bombardements réguliers, ce qui a accru le sentiment d'urgence parmi la population.
L'armée américaine a désigné Bassora comme cible principale dans la guerre, et les porte-paroles militaires ont indiqué aux médias que la population chiite de Bassora serait susceptible d'accueillir favorablement les forces d'invasion et de se soulever contre Saddam Hussein. Cette affirmation faisait partie d'une stratégie de relations publiques plus large, élaborée par les gouvernements américains et britanniques afin de susciter le soutien au conflit. L'historien militaire Raymond Callaghan a observé que parmi les villes irakiennes, on s'attendait à ce que Bassora tombe rapidement, offrant des images immédiates et frappantes. Le colonel Christopher Langton de l'Institut international d'études stratégiques a souligné l'importance de Bassora, déclarant, je cite, « la prise de la ville ». Cela enverrait un message fort au régime. Nous avons pris le contrôle de votre centre pétrolier et commercial. Le 19 mars 2003, les forces américaines et britanniques sont entrées en Irak depuis le Koweït, s'approchant de Bassora par la route tristement célèbre sous le nom de autoroute de la mort depuis la guerre du Golfe. Les forces d'invasion ont avancé lentement le long de cette route, créant un embouteillage de véhicules militaires. Les premiers affrontements de l'invasion ont eu lieu près des champs pétrolifères et du littoral de Bassora. Certains incendies avaient déjà été déclenchés dans les installations pétrolières, avec des flammes visibles de l'autre côté de la frontière au Koweït. À l'époque, le secrétaire à la défense américain Donald Rumsfeld a condamné les actions de Hussein, déclarant, je cite, « C'est un crime pour ce régime de détruire les richesses du peuple irakien ». L'objectif immédiat des forces de la coalition était de sécuriser Bassora et le champ pétrolifère voisin de Roumaïla et, au 22 mars, les Marines américains avaient réussi à prendre le contrôle du champ pétrolifère. Et des avions avaient largué des tracts au-dessus de Bassora, exhortant les soldats irakiens à se rendre. Et certains d'entre eux ont obéi. Le 23 mars, 2 soldats du génie royal, le sapeur Luke Alsop et l'adjudant-chef Simon Cullingworth, ont tous deux été capturés lors d'une embuscade tendue par des combattants fidayines en périphérie de Bassora. Malheureusement, tous deux ont été tués le lendemain. Le caporal Barry Stephen du 1er bataillon du régiment Black Watch a perdu la vie lorsqu'une roquette a explosé près de son véhicule blindé à Al-Zubair, près de Bassora. Cela a été suivi d'une autre tragédie lorsque, le 25 mars, un char Challenger 2 a été victime de tirs amis provenant d'un autre char britannique stationné à l'extérieur de Bassora. Cela a entraîné la mort de 2 soldats britanniques, le caporal Stephen John Albert et le cavalier Jeffrey Clark. « 12 chars Challenger 2 de l'escadron 6 des Royal Scots Dragoon Guards ont commencé leur avancée d'Alfour vers Bassora. Les forces de la coalition avaient rencontré une résistance inattendue dans et autour de Bassora, et après plusieurs jours de combat, la plupart des troupes américaines avaient déplacé leur attention vers le nord, laissant Bassora sous un siège prolongé. Dirigées par les forces britanniques, jugées mieux adaptées à la situation en raison de leur expérience préalable en Irak et en Irlande du Nord, les forces terrestres britanniques étaient composées de la 7e brigade blindée, affectueusement appelée les Rats du désert. Ils étaient chargés de mener l'offensive dans la région. Ils étaient soutenus par les Royal Scots Dragoon Guards, équipés des chars Challenger 2 avancés, qui offraient une puissance de feu et une protection redoutable. De plus, les Royal Marines de la 3e brigade commando ont joué un rôle crucial, utilisant des techniques d'assaut amphibie pour progresser à travers les voies navigables qui traversaient la région. Les renforts comprenaient des unités d'infanterie spécialisées, des ingénieurs du génie, des artilleurs, du personnel des communications, des équipes médicales et des spécialistes de la logistique, chacun d'entre eux étant essentiel au succès des opérations et à la sécurité des troupes comme des civils. Du côté opposé, les forces comprenaient les restes de l'armée régulière de Saddam Hussein, la garde républicaine d'élite connue pour sa puissance au combat, ainsi que les Fujudin Saddam, un groupe paramilitaire. Fidèles au régime et connaissant parfaitement les paysages urbains de Bassora, les commandants britanniques faisaient face à un défi complexe alors qu'ils cherchaient à prendre le contrôle de Bassora.
tout en minimisant les pertes civiles et en maintenant les services essentiels tels que l'eau, l'électricité et les soins de santé. Et dès le début, l'approche stratégique a consisté en un encerclement soigneux et délibéré de la ville, utilisant des chemins à travers les canaux du désert et les marécages pour déjouer efficacement les défenseurs. La nécessité de la prudence était primordiale car la ville abritait de nombreux civils qui avaient développé des stratégies de survie en temps de conflit, ne quittant souvent leur domicile que lorsqu'ils étaient incertains des risques encourus. Cette prise de conscience de la situation locale montrait l'engagement de l'armée britannique à mener des opérations axées sur la préservation des vies et la sécurisation des infrastructures. Pendant une période tumultueuse, les troupes britanniques avaient établi un cordon autour de Bassora, qui avait un double objectif: limiter l'accès des défenseurs aux renforts et aux approvisionnements, tout en exerçant une pression sur leur morale. Tout cela sans causer de destruction massive dans les quartiers. Ce faisant, les Britanniques visaient à créer une situation où une poussée militaire rapide pourrait obtenir des résultats décisifs, au lieu de s'enliser dans un conflit prolongé. Pour recueillir des renseignements, des patrouilles exploraient les abords de la ville, tandis que les unités d'artillerie identifiaient les points forts ennemis à cibler. En même temps, les équipes de reconnaissance établissaient des cartes mentales détaillées des itinéraires possibles, des points d'étranglement et des zones où des embuscades pourraient se produire. À l'intérieur de Bassora, le régime en place utilisait la peur comme un puissant mécanisme de contrôle. Les patrouilles des Fedayines recherchaient activement les personnes soupçonnées de collaborer avec les forces britanniques ou d'organiser de potentielles révoltes. Les civils, malheureusement, étaient pris au piège dans une toile de rumeurs contradictoires et terrifiantes. Des affirmations selon lesquelles les Britanniques allaient bombarder des quartiers entiers. Des avertissements que le régime riposterait avec férocité. Et l'angoisse constante que rester sur place pouvait être aussi risqué que tenter de fuir. Pendant ce temps, les forces britanniques ont choisi d'attendre et d'observer la situation, recueillant des renseignements précieux. Ils préféraient que les défenseurs s'aventurent en terrain découvert, où leurs avantages en portée et en clarté optique pouvaient être exploités efficacement. Cette stratégie visait également à éviter la tactique de l'ennemi consistant à engager des combats rapprochés, de pièce en pièce. Bien que l'encerclement n'ait pas été officiellement qualifié de siège pour les habitants de la ville, la réalité était sombre. Ils ont enduré des coupures d'eau, une électricité intermittente et de longues périodes de silence tendu, ponctuées par des coups de feu occasionnels. À la fin du mois de mars, les analystes notaient, avec une confiance croissante, que les unités britanniques avaient pris le contrôle des accès à Bassora et que l'opposition en dehors du centre-ville diminuait, se transformant en ligne de combat désorganisée et en position isolée de snipers. Le 27 mars 2003, une impasse a dégénéré en la plus grande confrontation blindée britannique depuis la Seconde Guerre mondiale. Des unités blindées irakiennes, mettant en avant des chars T-55, ont lancé une offensive depuis les accès sud de Bassora, visant à perturber l'encerclement britannique et à percer leur défense. En réponse, les Royal Scots Dragoon Guards ont déployé leurs chars Challenger 2 modernes. Équipés de dispositifs d'imagerie thermique avancés, ces chars pouvaient détecter des signatures thermiques à de grandes distances, leur permettant d'engager les cibles efficacement avant d'être repérés. Leurs puissants canons de 120 mm avaient une portée nettement supérieure à l'armement dont disposèrent les équipages irakiens. En quelques minutes à peine, le conflit s'est déroulé de manière spectaculaire, aboutissant à un résultat à sens unique. Une série de chars irakiens ont été détruits en succession rapide, les équipages britanniques faisant preuve d'un professionnalisme et d'une efficacité tactique exceptionnelle. La poussière épaisse et la fumée du champ de bataille commencèrent à dériver vers la ville, dressant un tableau sombre de la défaite pour les forces irakiennes.
Les récits contemporains ont documenté la destruction de 14 chars irakiens lors de cet affrontement, tandis que les forces britanniques n'ont enregistré aucune perte. Cet engagement a mis en évidence l'écart technologique flagrant entre les forces opposées. Les troupes britanniques bénéficiaient d'un blindage composite avancé et de systèmes de contrôle de tir sophistiqués, contrastant fortement avec l'équipement obsolète de l'armée irakienne datant de la guerre froide. Sur le plan tactique, les forces britanniques, ont démontré des opérations interarmes bien coordonnées, mettant l'accent sur le travail d'équipe, tandis que les forces irakiennes lancèrent leur assaut. En raison d'un manque de coordination et de planification efficace, l'importance de cette bataille dépassait la simple destruction de matériel. Cela a envoyé un message fort aux défenseurs irakiens. Toute tentative de contre-attaque blindée serait probablement vaine. Cela a également servi de rappel crucial aux planificateurs britanniques. Bien qu'ils bénéficient d'un avantage considérable en terrain ouvert, ces avantages diminueraient considérablement lorsqu'ils seraient confrontés à la complexité des environnements urbains caractérisés par des ruelles étroites et des immeubles à plusieurs étages. Le matin du 6 avril 2003, l'armée britannique a lancé une opération pour prendre le contrôle de Bassora, en déployant la 7e brigade blindée. Cette manœuvre stratégique visait à minimiser les dégâts dans la ville tout en submergeant les forces de défense. La brigade comprenait des chars Challenger 2 qui ont avancé dans la ville pour inspirer la peur et assurer la protection, tandis que les véhicules de combat d'infanterie Warrior transportèrent les soldats vers des positions stratégiques à travers Bassora. Les ingénieurs avaient eu pour mission de dégager les obstacles afin d'assurer un passage sécurisé, et les unités d'artillerie visaient les bastions ennemis bien connus. Pendant ce temps, des hélicoptères d'attaque survolèrent la zone, cherchant des menaces potentielles au-delà des zones de combat immédiates. Au cours des premières heures de l'opération, le bruit des tirs et des explosions remplissait l'air alors que les forces britanniques s'engageaient dans le combat. Les combattants Fedayeen lancèrent des grenades propulsées par fusée depuis les étages supérieurs des bâtiments avant de se replier rapidement. Afin d'échapper à la capture, les snipers se positionnaient dans les fenêtres et les minarets, abattant leurs cibles tout en restant dissimulés, tandis que des tirs d'armes légères résonnaient autour des coins de rue qui semblaient calmes à seulement 50 mètres de distance. Les troupes britanniques suivaient scrupuleusement leur protocole d'engagement conçu pour protéger les civils, même si ces protocoles ralentissaient souvent leur progression. Dans les quartiers anciens de Bassora, où les ruelles étroites étaient conçues pour les piétons plutôt que pour les véhicules blindés, les soldats d'infanterie descendirent de leurs véhicules et avançaient à pied. Ils fouillaient méticuleusement chaque pièce et chaque toit, pleinement conscients que chaque pression sur la gâchette pouvait entraîner des conséquences importantes au-delà de la cible immédiate. Au fil de la journée, la situation humanitaire à Bassora s'est rapidement détériorée. Des coupures de courant avaient touché des quartiers entiers, laissant les habitants sans électricité. Et le système d'approvisionnement en eau était tombé en panne lorsque les pompes ont cessé de fonctionner, entraînant une interruption totale de la distribution d'eau dans les foyers. Pendant ce temps, les eaux usées, non traitées, ont commencé à déborder dans les rues, provoquant des conditions insalubres. Les professionnels de santé ont dû faire face à de graves pénuries de fournitures et ont été contraints d'utiliser des méthodes de triage en donnant la priorité aux cas les plus critiques. La détérioration des conditions a alerté les organisations internationales préoccupées par les enfants de la ville, particulièrement vulnérables, alors que l'accès à l'eau potable diminuait et que les maladies se propageaient rapidement en raison de l'effondrement de l'assainissement. Plus tard, des rapports de Human Rights Watch ont mis en évidence les dégâts considérables infligés à l'infrastructure déjà fragile de Bassora. L'organisation a souligné que non seulement le conflit, mais aussi les faiblesses préexistantes des systèmes ont contribué à l'état critique de la ville. Le commandement britannique faisait face à un dilemme majeur. Il devait choisir entre retarder l'assaut pour éviter une guerre urbaine, ce qui pourrait entraîner une souffrance accrue des civils, ou avancer rapidement pour minimiser les pertes militaires.
Sachant qu'une telle précipitation pourrait involontairement nuire aux innocents et saper la légitimité nécessaire pour gouverner par la suite, c'était une situation complexe, qui ne pouvait pas être résolue simplement en améliorant le renseignement ou en prolongeant le calendrier. Au lieu de cela, les commandants devaient agir en partant du principe que les défenseurs devenaient de plus en plus vulnérables et que les civils pouvaient être protégés pendant l'avancée. L'occupation a rapidement commencé après la victoire, mais avec l'autorité de l'ancien régime qui se dissolvait, Bassora s'est divisé comme on pouvait s'y attendre dans le chaos, les pilleurs ont agressivement dépouillé les ministères et les écoles de tout ce qui avait de la valeur, ne laissant derrière eux que des coquilles vides de bâtiments. La police a en grande partie disparu, certains agents revenant timidement, mais ils n'avaient guère d'autorité au-delà du port de leur uniforme. Divers groupes armés sont apparus, y compris des milices formées en réaction à la situation et des criminels opportunistes qui faisaient semblant de s'aligner sur des objectifs politiques. Les troupes britanniques, formées pour affronter des véhicules blindés et percer des positions fortifiées, se sont retrouvées à gérer des défis quotidiens à la place. Ils redirigeaient la circulation aux carrefours détruits, montèrent la garde dans les hôpitaux qui subissaient des coupures de courant après le coucher du soleil et escortaient les camions-citernes vers les quartiers où le manque d'eau potable pouvait provoquer des troubles publics. La crise humanitaire s'est encore aggravée avant de montrer des signes d'amélioration, car rétablir les services et réseaux essentiels prend beaucoup plus de temps que de les démanteler. Mais néanmoins, au milieu de cette tourmente, ces jours ont apporté un sentiment de soulagement émotionnel. Pour la première fois depuis des décennies, la majorité Shire pouvait célébrer avec joie des rites religieux qui avaient été brutalement réprimés par le régime bassiste. Le 20 avril, un festival important a attiré de grandes foules dans les espaces publics, leur permettant de marquer non seulement une date clé du calendrier religieux, mais aussi la renaissance d'une identité civique qui avait été mise à rude épreuve sans jamais être brisée. À la fin du mois, les exportations de pétrole ont repris, marquant une étape timide vers la stabilité politique et la normalisation économique. Alors que le récit de la libération défilait sur les écrans de télévision du monde entier, à Bassora, cela ressemblait à une lumière qui s'allume brièvement, pour vaciller à nouveau. Les conditions s'étaient certes améliorées, mais elles étaient encore loin d'être stables. Début juin 2003, les groupes de défense des droits de l'homme ont confirmé ce que beaucoup de gens à Bassora savaient eux déjà. Leur sécurité dépendait d'un rétablissement rapide des services essentiels et de l'instauration de l'ordre. Après la chute du régime, la criminalité et l'insécurité avaient fortement augmenté, comblant le vide laissé par l'ancien gouvernement. L'infrastructure de la ville, qui fonctionnait à peine avant la guerre, faisait maintenant face à un effondrement total. Les systèmes d'eau montraient clairement cette crise. Sans électricité pour faire fonctionner les pompes et sans chlore pour le traitement de l'eau, les quartiers devenaient rapidement dangereux. Les ingénieurs britanniques et les techniciens irakiens ont collaboré pour rétablir l'approvisionnement en eau. Souvent avec des soldats montant la garde qui, quelques jours plus tôt, avaient nettoyé les rues des hommes armés, cette période a marqué l'occupation. Les forces britanniques disposèrent de trop peu de ressources pour apporter des améliorations immédiates, tandis que les institutions locales étaient là faibles et ne pouvaient pas gouverner efficacement. Il est devenu évident que les forces armées seules ne pouvaient pas reconstruire cette société. En septembre 2003, un incident tragique s'est produit, ce qui a changé la perception des forces militaires dans la région. Baha Mauser, un réceptionniste d'hôtel à Bassora, est mort sous la garde des Britanniques après avoir subi 36 heures de sévices graves infligés par des soldats britanniques. Une enquête a révélé des blessures graves et des pratiques abusives, notamment l'encagoulage et les positions de stress forcé, ce que le droit international interdit. Un soldat a reconnu les mauvais traitements, mais la plupart des autres ont été déclarés non coupables de toute faute.
Cette affaire a laissé une profonde cicatrice sur l'armée britannique pour de nombreux Irakiens. Elle a mis en évidence l'impact négatif de l'occupation sur la vie des civils et pour les soldats britanniques attachés à leur professionnalisme. C'était un douloureux rappel que la frontière entre protecteurs et abuseurs pouvait facilement devenir floue. Malgré les efforts des commandants britanniques pour instaurer la confiance par des stratégies et règles d'engagement, cet incident a affaibli leur autorité morale. Reconstruire la confiance avec une population en deuil et méfiante serait en effet un défi difficile. La situation à Bassora a continué d'évoluer même après que les forces britanniques se soient repliées sur leur nouvelle base à l'aéroport. En mars 2008, le gouvernement irakien a lancé l'opération Charge des Chevaliers pour affronter les puissantes milices de la ville. Cela a mis à l'épreuve les forces de sécurité irakiennes qui semblaient souvent faibles tout au long de l'opération. Les unités irakiennes ont montré leur détermination à reprendre le contrôle, mais elles dépendaient encore fortement du soutien des forces de la coalition. Les milices ont riposté avec férocité, mais n'ont pas pu obtenir de victoire claire. Les citoyens de Bassora ont traversé une nouvelle période marquée par la peur et des couvre-feux stricts. Pour la Grande-Bretagne, voir un effort dirigé par les Irakiens dans une ville qu'ils avaient prise par la force a été une leçon importante sur les défis du transfert de contrôle. Cela a mis en évidence que la véritable sécurité doit venir d'une gouvernance locale. Bien que des forces extérieures puissent aider, elles risquent de nuire à la légitimité locale lorsqu'elles ont l'intention de prendre le contrôle. Le 31 mars 2009, la Grande-Bretagne a officiellement remis sa dernière grande base militaire dans le sud de l'Irak, l'aéroport de Bassora, aux forces américaines, puis a réduit sa présence militaire. Les rapports officiels indiquaient que Bassora était devenue plus sûre et plus prometteuse, montrant certains signes de progrès. Cependant, les témoignages des habitants révélaient que la ville restait instable. Le pouvoir changeait souvent de façon inattendue, et les services de base comme l'électricité pouvaient tomber en panne à tout moment. À la suite du court siège, les deux camps comptaient leurs pertes. Les forces d'invasion, y compris la Royal Australian Air Force, ont utilisé à la fois des bombardements et des tactiques psychologiques. Le 5 avril, des bombardiers américains ont ciblé le quartier résidentiel d'Al-Tuwaisi, en plein centre de Bassora. Apparemment dans l'intention de tuer Ali Hassan al-Majid, plus connu sous le nom d'Ali le Chimique, bien qu'en fin de compte, Al-Majid n'était pas présent. Le bombardement a tragiquement coûté la vie à 17 civils lorsqu'une des deux bombes guidées au laser de 500 livres, larguées par des avions américains, a touché la zone. L'utilisation de bombes à sous-munitions a également soulevé de graves questions humanitaires, car elles peuvent laisser derrière elles des sous-munitions non explosées qui représentent un danger permanent pour la vie des civils, très similaire à celui des mines antipersonnelles. Au début, le Royaume-Uni était réticent à admettre qu'il avait utilisé des bombes à sous-munitions, affirmant que ces munitions n'avaient pas été déployées à proximité de zones civiles densément peuplées. Cependant, le 28 mai, la Grande-Bretagne a reconnu l'utilisation de bombes à sous-munitions à Bassora, a déclaré le ministre des Forces armées, Adam Ingram. Citation, « Nous avons dit qu'elles seraient utilisées contre des objectifs militaires spécifiques, étant donné qu'il y avait des troupes et du matériel dans et autour des zones urbaines. Les bombes ont donc été utilisées en conséquence pour éliminer les menaces contre nos forces. » Ingram a reconnu que plus de 2000 projectiles de bombes à sous-munitions ont été déployés à Bassora, principalement des obus d'artillerie L-21 tirés depuis le sol. Chaque obus contenait 49 explosifs plus petits, soit un total d'environ 102 900 grenades individuelles dont environ 2% n'ont pas explosé à l'impact. Cela signifierait qu'il y avait un peu moins de 2500 projectiles de la taille d'une grenade non explosée dispersés à travers Bassora, Royaume-Uni,
Les bombes à sous-munitions ont été responsables de dizaines de victimes civiles à Bassora pendant les premiers jours du conflit. Human Rights Watch a signalé de nombreuses blessures infligées aux civils causées par des munitions à sous-munitions lancées depuis le sol autour de la ville. L'un des quartiers particulièrement touchés était Hay al-Muhandissin al-Kubra où, le 23 mars, lors d'une frappe à sous-munitions, Abbas Kadim, âgé de 13 ans, a été grièvement blessé alors qu'il sortait les ordures. Des éclats d'obus ont causé des dommages critiques à ses intestins et à son foie, un fragment s'étant logé dangereusement près de son cœur. À peine 3 heures plus tard, des sous-munitions ont frappé le quartier voisin d'Al-Mishraq al-Jadid, situé à environ 25 km au nord-est d'Ayad. Jassim Ibrahim, un menuisier de 26 ans, dormait dans sa pièce de devant lorsque des blessures causées par des éclats d'obus lui ont fait perdre connaissance. Malheureusement, il est décédé pendant l'opération et 10 membres de sa famille dans des pièces voisines ont aussi été blessés par des éclats d'obus. De plus, 3 enfants habitant de l'autre côté de la rue ont également été blessés par la même frappe à sous-munitions. Les conséquences de cette attaque ont laissé des grenades non explosées éparpillées dans tout Bassora, ce qui a entraîné des blessures chez des enfants qui les ont ramassées par curiosité. Et aussi chez les troupes britanniques qui ont ensuite participé aux opérations de nettoyage. De plus, les grenades non explosées de l'armée irakienne ont également causé des blessures parmi les civils, pour faire face aux menaces posées par les munitions non explosées. Les ingénieurs royaux britanniques ont mené des opérations pendant plusieurs semaines pour localiser et éliminer toutes les grenades égarées, ce qui s'est avéré très efficace au final. L'armée irakienne a utilisé à la fois des mines antipersonnelles et anti-chars afin de freiner l'avancée de la coalition et de renforcer ses défenses urbaines. Cela a entraîné des pertes parmi les civils ainsi que parmi le personnel militaire. Les forces américaines et britanniques ont toutes deux utilisé des munitions à l'uranium appauvri lors de cette bataille. Les responsables de Bassora ont exprimé des inquiétudes concernant ces armes, affirmant que l'uranium appauvri utilisé lors de la guerre du Golfe de 1991 avait provoqué des malformations congénitales et des cancers parmi la population locale. Le colonel James Norton, directeur des munitions américaines, a directement répondu à ces préoccupations, affirmant que l'Irak avait exagéré ses accusations pour détourner l'attention de ses propres échecs militaires. Lors de la bataille de Bassora, les premiers rapports ont souligné la perte de 11 soldats britanniques au milieu des combats acharnés. Alors que les estimations des pertes militaires irakiennes variaient entre 4 et 500, à la fin de la mission, le nombre total de morts britanniques en Irak était monté à 179, y compris beaucoup qui avaient perdu la vie pendant l'occupation ardue et pas seulement dans le chaos de l'invasion. Un aspect notable de la stratégie britannique à Bassora était la retenue de leurs forces. Ils ont choisi d'isoler les cibles, de recueillir des renseignements et de n'engager le combat que lorsque la résistance organisée avait diminué, dans le but de minimiser la destruction habituellement associée aux combats urbains. Cette approche exigeait des soldats qu'ils affrontent le danger de front, favorisant ainsi une connexion plus personnelle avec leur environnement. Cela obligeait les sous-officiers à exercer un contrôle contre l'envie instinctive d'ouvrir le feu et forçait les commandants à risquer leur sécurité afin de protéger les civils. Bien que cette tactique ait eu ses défauts, elle représentait un changement important par rapport à la dépendance exclusive à la puissance de feu écrasante, démontrant un engagement à préserver l'intégrité de la ville. Les expériences à Bassora ont offert à l'armée britannique des leçons inestimables qu'aucun entraînement ne pouvait reproduire. Aujourd'hui, les événements de 2003 restent vivaces dans la mémoire collective tant du peuple britannique que du peuple irakien, mettant en lumière la complexité d'un conflit qui a profondément changé la vie des personnes impliquées.